Et bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau cours aujourd'hui qui concerne le sommeil, où nous allons venir évoquer essentiellement en deux parties. Donc dans une première partie, nous allons venir évoquer toutes les fonctionnalités cérébrales au niveau des ondes, car le sommeil, le cerveau avec le sommeil a des ondes particulières par rapport aux ondes de l'éveil. Entre autres, nous allons venir expliquer les différents types de sommeil, ce qu'est exactement un cycle de sommeil, comment il est divisé, donc avec ce fameux sommeil paradoxal dont nous parlons tous et qui reste encore aujourd'hui très mystérieux. Et nous allons dans un second temps, sur une seconde partie, aborder toutes les fonctionnalités biochimiques, parce que le cerveau est un organe électrochimique. Donc, par rapport au sommeil, il y a toutes ces fonctions donc d'électromagnétisme et d'ondes, et toutes ces fonctions biochimiques et biologiques fonctionnelles avec les hormones notamment qui entrent en jeu dans le sommeil et la mise en repos. Alors aujourd'hui, nous connaissons quand même tous plus ou moins les quatre rôles du sommeil, qui sont donc notamment l'élimination des toxines, la stimulation de toutes nos défenses immunitaires, hein, le système immunitaire est actionné pendant notre sommeil, hein, j'en ai déjà parlé dans certains cours. La régulation de l'humeur, évidemment, et l'activation du stress, donc le système fonctionnel cérébral par rapport au sommeil joue un rôle dans l'humeur et l'activation du stress, et également dans tout ce qui concerne les mécanismes d'apprentissage et de la mémoire. C'est pendant le sommeil que tout cela opère. Donc ça, nous le savons quand même tous plus ou moins. Mais le sommeil reste quand même mystérieux. Alors nous consacrons quand même 118 jours par an, soit 25 ans de notre vie totale à dormir. Donc c'est quand même une activité qui prend beaucoup de place, l'air de rien. Et il y a eu en 2019 une étude très intéressante qui a permis de démontrer certaines choses que nous ne connaissions pas encore et de mieux comprendre le sommeil et notamment ces fameuses phases dont nous allons parler après. Donc cette étude qui a été réalisée par un groupe du CNRS avec l'ENS de Paris, ils ont fait des tests sur des gens endormis et on s'est rendu compte que le cerveau reste hyper actif, il reste très très actif et très attentif pendant que l'on dort. Il reste hyper attentif à son environnement notamment. Donc nous savons déjà que pendant le sommeil, il y a des sons qui sont perçus. Mais cette étude a poussé tellement loin, on s'est rendu compte que nous pouvons analyser même les sons perçus pendant que nous dormons, selon les phases. Donc toute cette étude a été réalisée par imagerie médicale, hein, c'est de l'imagerie donc où ils ont observé vraiment toutes les phases du sommeil et les activations des zones cérébrales. Donc ils ont par exemple exposé des dormeurs à deux voix, des voix très similaires qui semblent très semblables en fait au niveau de l'audition et très semblables sur le plan acoustique. Donc une voix qui diffuse des mots aléatoires, des mots mâchés, un petit peu n'importe quoi, donc sans signification. Et une autre voix où il y a là des phrases cohérentes, des phrases informatives et cohérentes. Et donc le cerveau allume des zones, ce qui nous montre que on privilégie le discours qui a du sens même pendant qu'on dort. Donc le cerveau, quand même, il est encore en action. Donc, qu'est-ce que c'est ce mystère où le cerveau peut être super actif alors qu'on n'en a pas du tout conscience? Donc tout ça, c'est par rapport aux ondes cérébrales. Donc chaque nuit, nous avons environ 5 cycles de sommeil. Un cycle dure environ 90 minutes. Et il est composé de 3 phases essentiellement. Donc le sommeil léger, celui-ci comprend 2 sous-phases très légers, un petit peu plus légers, mais qui commence un petit peu quand même, il y a l'effet somnolé et l'effet vraiment sommeil léger, mais on est quand même endormi. Ensuite, nous avons la phase de sommeil profond, où là, le cerveau, notre conscience n'est pas vraiment là, mais le cerveau opère toutes ses actions.
Et nous avons la phase de sommeil paradoxal, où là, effectivement, il y a beaucoup encore de mystère. Donc, nous avons une courte phase de quasi-réveil, et hop, un nouveau cycle redémarre. Et c'est ainsi que nous enchaînons ces fameux 4 à 5 cycles, selon les gens, de sommeil par nuit. Alors évidemment, une fois de plus, les cycles de sommeil sont différents selon chaque individu, bien évidemment. Donc, les ondes, ces fameuses ondes, quelles sont-elles? Alors déjà, à l'état d'éveil et d'activité normale, réveillé, d'activité physique, pas de mise en repos et pas du tout de sommeil, donc en état d'éveil, nous sommes en onde gamma. Les ondes gamma sont supérieures à 30 Hz. Donc, c'est là où l'activité intellectuelle, l'activité mentale, les réflexions, tout ça. Nous sommes en onde gamma lorsque nous réfléchissons, que nous posons toutes nos réflexions, tout l'apprentissage pendant l'éveil, c'est les ondes gamma. Et donc, à la suite des ondes gamma, nous avons les ondes bêta, où là, nous sommes entre 12 et 30 Hz. On pourrait nous considérer comme un petit peu un état de veille actif. On est quand même en attention, il y a de l'attention, mais on est en mode veille activé, on pourrait dire, pour ces ondes-là. Alors, ensuite, nous avons les ondes alpha, donc qui correspondent à 8 à 12 Hertz par rapport à la fréquence. Et alors, dans cet état, au niveau des ondes alpha, nous sommes en relaxation légère, c'est l'éveil calme, très très calme. Et entre 4 et 8 Hertz, nous sommes en onde θ. Le cerveau en onde θ, c'est là où il y a le sommeil paradoxal. On est en mode méditation, mode relaxation profonde. Et donc, ici, le cerveau, qui est un organe électrochimique, produit donc des ondes θ. Et ceci a bien évidemment un champ magnétique. Donc, jour et nuit, nous avons ces 5 types d'ondes, puisque je vais vous donner les ondes delta, qui sont de 0,5 à 4 Hz et qui sont celles qui correspondent au sommeil profond, que j'ai oublié de vous donner, parce qu'il y a 5 grands types d'ondes. Et donc, voilà, les ondes θ qui nous intéressent par rapport au sommeil paradoxal, et les ondes delta, qui sont celles qui correspondent au sommeil profond. Donc, où là, le cerveau, lorsqu'il est en onde delta, a la même activité que lorsque nous sommes en plein éveil en onde gamma, qui sont supérieures à 30 Hz. Alors qu'en onde delta, je rappelle, nous sommes entre 0,5 et 4 Hz. Donc voilà, ce fameux mystère des ondes du sommeil. Donc je reviens à cette fameuse étude, c'est le docteur Robert Jaffar, qui a réalisé cette étude en 2019, donc. Et donc, il a pu observer que le sommeil profond, pendant le sommeil profond, toutes ces fameuses fonctionnalités de capacité réactive, on va dire, des zones qui s'allument, donc elles sont désactivées. Donc, pendant les ondes du sommeil profond, donc ces fameuses ondes θ, delta, excusez-moi, de 0,5 à 4 Hz, ces ondes delta. Ici, il y a plein de fonctionnalités qui sont désactivées. Mais toutes ces expériences ont démontré les liens étroits qu'entretient le cerveau, la mémoire et le sommeil profond. Donc, bizarrement, il y a une désactivation où le corps est complètement relâché, mais pourtant, dans le cerveau, il y a quand même des zones qui s'allument et qui restent actives. Donc, c'est hyper paradoxal. Et donc, le sommeil paradoxal, il porte pas son nom pour rien, hein, qui vient juste après le sommeil profond. Déjà, l'état de sommeil profond, il est particulier. Donc, il a effectué énormément d'imagerie, énormément d'électroencéphalogrammes pour pouvoir donc faire toutes ces déductions. Et alors, ce dont il s'est rendu compte, c'est que pendant le sommeil profond,
le cerveau, un petit peu comme au théâtre finalement, rejoue les scènes qu'il a vécues dans la journée. Donc, ceci est pour mieux les assimiler. Il rejoue les scènes afin de comprendre, d'analyser les schémas et d'encoder tout ça afin de s'en souvenir. Donc, tout ça, ça peut être également provoqué par des sensations, des stimuli, merci, pardon, des stimuli extérieurs, auditifs et aussi par l'odeur. Les stimuli olfactifs également pendant le sommeil vont venir déclencher les zones. Alors, le corps ne bouge pas, mais les zones du cerveau s'enclenchent. Donc, tout ceci par les phénomènes d'ondes, notamment, et d'illumination des zones du cerveau. Donc, c'est l'hippocampe qui est responsable de ce processus. Il est au milieu du cerveau, l'hippocampe. Et donc, c'est lui qui vient régir tous ces différents processus. Il y a une fonctionnalité mémoire. Donc, le sommeil profond consolide la mémoire. Non seulement grâce à cette capacité que l'hippocampe a de mettre en action tout ce processus, mais également par rapport à la mélatonine, donc, qui est l'hormone du sommeil, où on viendra dans la seconde partie du cours développer ce fameux rôle hormonal dans le sommeil, qui est très intéressant aussi. Donc ici, l'hippocampe donc, va avoir une action par les sensations olfactives, par les sensations sonores perçues, par aussi le souvenir de la journée et éventuellement d'autres moments, ce qu'il ressent le besoin de venir ici réobserver, réactiver pour venir l'imprimer quelque part. On pourrait dire ça comme ça. Et ensuite, par rapport donc à la lumière. Ici, la lumière va avoir un rôle aussi sur l'hippocampe et sa manière de réagir. Voilà, donc ça aussi, je le développe un petit peu plus dans la seconde partie du cours. Lorsque l'on passe en onde θ, où ici, nous sommes donc en sommeil paradoxal, qui est encore plus... Les expériences du docteur Jaffar ont pu mettre en lumière, en fait, c'est que l'hippocampe n'est pas réactivé de la même manière. Donc là, il a réussi à pousser tellement loin son expérience dans le sommeil paradoxal de ses cobayes, entre guillemets. Il a pu mettre en lumière le fait que l'hippocampe, il va s'activer d'une manière différente lorsque nous sommes éveillés par rapport à l'activation de tous ces stimuli qui sont pendant le sommeil. Donc, il va venir allumer les mêmes zones du cerveau, mais par un phénomène différent, par un processus qui n'est pas tout à fait le même, selon si on dort ou selon si on est réveillé. Et c'est juste ce petit hippocampe-là qui régit tout ça et qui décide, on va dire, quel processus il doit enclencher par rapport à si on est en éveil ou si on est endormi dans ce fameux sommeil paradoxal. Donc physiologiquement, là, le corps, il est entièrement laissé, entre guillemets, à l'abandon. Il n'y a vraiment que le cerveau qui est actif. Le corps, lui, il est totalement relâché, entièrement détendu. Même le rythme cardiaque, la respiration sont vraiment au plus bas pour vraiment être pleinement dans le cerveau. Et donc ce fameux petit hippocampe-là vient tout régir de la même manière au niveau des zones d'activation, mais pas dans le même processus d'activation. C'est assez particulier comme phénomène. Alors il y a une petite exception pendant le sommeil paradoxal, qui est quand même notoire. Les globes oculaires, eux, ne sont pas soumis à ce phénomène d'endormissement total, et eux, ils sont en action par contre. Voilà, donc c'est là où les thérapies par EMDR viennent entrer en action. Parce qu'on utilise ces mouvements oculaires, donc peuvent être utilisés, sont utilisés clairement dans les thérapies EMDR afin de venir réactiver certaines zones du cerveau, venir reconditionner. Et donc c'est à noter quand même que pendant le sommeil paradoxal,
nous avons ces fameux mouvements oculaires qui opèrent. Donc là, il y a clairement des ancrages émotionnels qui viennent se faire pendant ce sommeil-là. En plus de toute cette fonctionnalité mémoire, compréhension, voilà. Donc il y a plusieurs périodes qui viennent ancrer plusieurs fonctionnalités de la journée. Les fonctionnalités mémoire sont ancrées pendant le sommeil profond. Les fonctionnalités émotionnelles d'une journée sont ancrées pendant le sommeil paradoxal. Donc finalement, c'est lorsque notre sommeil est le plus profond que le corps et le plus inactif, que le cerveau va lui être de plus en plus actif. D'où le nom de paradoxal. Alors, c'est aussi dans ce sommeil et pendant ces ondes-là que les rêves opèrent, viennent, s'invitent dans le cerveau. Donc, pourquoi on est inégaux face à ces rêves? Pourquoi certaines personnes s'en rappellent et d'autres non? Qu'est-ce qui fait que? Ça, c'est très, très intriguant aussi. Alors, pour garder une trace en mémoire du rêve, le rêve doit être suivi d'un court réveil. Rappelez-vous, je vous ai expliqué ce fameux cycle du sommeil. Nous avons d'abord la phase de sommeil léger, ensuite la phase de sommeil profond, ensuite la phase de sommeil paradoxal, et ici nous avons une petite phase de pseudo-réveil avant de redébuter un nouveau cycle. Ici, c'est cette petite phase-là qui fait que, donc selon votre phase de la manière d'éveil de votre courte phase de redémarrage d'un cycle de sommeil, eh bien, c'est là que selon ça, vous allez avoir un réveil suffisamment important, si je peux dire ça comme ça, qui va vous permettre de vous souvenir des rêves. Et si cette phase-là, le réveil reste quand même... Alors, au niveau du cerveau, un peu plus concrètement, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de concret dans le sommeil encore. Mais c'est donc l'hippocampe, une fois de plus, qui vient entrer en jeu. Et donc, pendant cette petite phase, si vous êtes suffisamment réveillé, hop, l'hippocampe, il vient prendre l'information et il a le temps de la traiter. Si vous restez assez endormi, eh ben, ce petit passage vers l'hippocampe ne se fait pas et donc l'hippocampe ne prend pas l'information en charge, ce qui fait que vous ne vous en rappelez pas. Voilà. Alors, pour cette première partie sur les ondes, c'est ce que j'ai pu rassembler comme information. Donc, il y a d'autres études, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et je me suis essentiellement basée donc sur cette fameuse étude du docteur Jaffar, car il a poussé tellement loin. Il a quand même cassé 10 ans de croyances sur le sommeil paradoxal grâce à ses découvertes. Donc, par rapport à tous ces faits-là, c'était quand même plus adapté à l'heure actuelle, ce que l'on sait. Voilà. Pour la seconde partie ici, donc toutes les fonctionnalités hormonales du sommeil, évidemment, tous les thérapeutes qui font de la gestion du sommeil connaissent probablement cette seconde partie-là. Et pour tous ceux qui souhaitent apprendre, il faut savoir, ou pousser un peu plus loin l'apprentissage. Donc, il faut savoir qu'il y a énormément de processus neurologiques et hormonaux qui entrent en jeu. Il n'y a pas que la mélatonine. Donc, il y en a vraiment beaucoup. On va ici se concentrer sur les trois principaux, parce que oui, il y a trois principales hormones, trois principales molécules qui viennent entrer en jeu dans le sommeil. Donc, la mélatonine est forcément le plus célèbre, évidemment. Mais il y a également le cortisol, qui a un rôle essentiel dans la gestion, la régulation de notre sommeil, et également l'adénosine. Alors, le tryptophane aussi, j'expliquerai un petit peu, même si c'est par rapport à l'adénosine finalement, mais l'alimentation, donc par rapport à l'apport de tryptophane, vient également réguler notre sommeil. Alors, toutes ces molécules-là doivent forcément être avec une bonne organisation,
Tout cela, c'est un rôle fondamental dans la régulation homéostasique. Ça en fait partie, mais ça joue un rôle pour cette régulation homéostasique. Si la régulation voilà, de tous nos liquides, de tous nos taux de molécules de partout n'est pas optimale, forcément, toutes les fonctionnalités derrière biochimiques ne peuvent pas opérer de manière optimale également, de par logique. Hein. Donc la fonction principale de la mélatonine est donc de réguler le cycle veille-sommeil. Donc la concentration de la mélatonine augmente à la fin de la journée. En fin de journée, nous augmentons la sécrétion, c'est une sécrétion qui se fait donc au niveau de la glande pinéale. Donc en fin de journée, on monte le taux de mélatonine, on sécrète plus afin de préparer le corps au sommeil. Et au milieu de la nuit, on atteint le pic de mélatonine qui après finit par redescendre. Alors, ce cycle permet de maintenir le rythme circadien, donc le rythme veille-sommeil de l'organisme, ce qui permet donc de réguler tout notre système immunitaire notamment et de réparer tous nos tissus endommagés, ce que nous opérons à faire pendant le sommeil. Donc, comme je l'ai dit, c'est la glande pinéale qui vient sécréter la mélatonine. Elle se situe au milieu du cerveau, à proximité des noyaux suprachiasmatiques. Donc, c'est à cet endroit-là que se croisent les nerfs optiques en provenance de la rétine. C'est une information intéressante quand on sait que pendant le sommeil, justement, nos yeux font... la rétine fait exception à cette immobilité, à cette mise en repos profonde. Donc, c'est exactement juste à côté, en fait, de l'endroit où ça se croise. Alors, ici, la sécrétion de la mélatonine est conditionnée par la lumière. Donc, encore une fois, hein, c'est pas pour rien que c'est tout près. Donc, c'est l'absence de lumière qui va donner l'ordre... Donc, dès qu'on ferme les yeux, on commence un petit peu à en produire déjà. Donc, ne serait-ce que de fermer les yeux et de respirer profondément, on commence à produire de la mélatonine. Alors, c'est ainsi que donc l'absence de lumière du jour nous permet une sécrétion optimale accrue afin de venir enclencher donc toutes ces fonctionnalités physiologiques. Alors, donc, il n'y a pas que ça. La mélatonine, elle a quand même aussi un rôle dans la régulation de l'humeur. De toute façon, le sommeil joue sur l'humeur, donc ceci explique probablement cela. La mélatonine, elle est donc également désoptimisée en hiver, parce que forcément, toute la journée en hiver, nous avons des coups de mou, etc. Et ceci, c'est dû à la lumière et aussi à la production de mélatonine. Nous avons moins de lumière. Nous avons moins de production le matin de cortisol et donc la mélatonine est moins bien produite le soir. Bon, c'est tout un processus, hein. Mais du coup, tout cela sont des facteurs en fait qui viennent jouer sur la production de la mélatonine et de fait sur la qualité de notre sommeil, forcément. Donc ici, la luminothérapie peut être d'une grande aide. Effectivement, c'est vrai que la luminothérapie, c'est aujourd'hui scientifiquement prouvé. C'est par ce processus-là que ça vient opérer, mais vraiment, c'est pour certaines personnes, elles trouvent ça magique tellement qu'il y a vraiment une efficacité. Alors, il n'y a pas que le facteur de lumière. Hein. Bon, le facteur lumière, c'est essentiellement la lumière bleue, celle qui est émise par les écrans. Le facteur lumière bleue, alors là, c'est la lumière bleue, en fait, le matin, c'est à ce moment-là que le soleil produit le plus de lumière bleue. Donc, pour le cerveau, la lumière bleue, ça signifie réveil. Voilà. Et tous les écrans, les tablettes, les smartphones, les télés, etc., produisent de la lumière bleue. Donc, c'est pour cela que le cerveau ne produit pas de mélatonine lorsque l'œil voit la lumière de l'écran. Parce que le cerveau capte ce taux de lumière bleue. Voilà, tout simplement. L'âge est également un facteur. Donc, quand on vieillit, on produit moins de mélatonine, on est plus fatigué. Et c'est encore une fois très paradoxal, mais c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Donc, on en produit moins parce que les cellules sont plus fatiguées et moins productrices et moins sécrétrices.
Le dernier facteur, forcément, le décalage horaire. Hein, donc, ça peut être des horaires décalés ou des décalages horaires selon les voyages qui peuvent être faits. Et cela, forcément, a une perturbation sur la production et la sécrétion de mélatonine. Alors, comment stimuler? Stimulation de manière naturelle de la sécrétion de mélatonine, c'est déjà par rapport à l'environnement lumineux, hein, comme je vous ai expliqué. Donc, si par exemple, les gens ont l'habitude de travailler sur les écrans, il y a certaines personnes qui n'ont pas le choix, hein, par rapport à ce qu'elles font, pour dormir bien et que le cerveau soit apte à produire la mélatonine correctement lorsque vous fermez les yeux, il faut au moins 1 heure de temps d'écran en mode stop, que l'œil ne voit vraiment pas l'écran du tout, pour que la production et la sécrétion se fassent correctement. Alors du coup, par rapport à la lumière naturelle du jour, le fait de s'exposer, même si par exemple vous ne sortez pas forcément le matin quand il fait froid, l'hiver ou quoi, le fait d'ouvrir les volets tôt et de capter tôt la lumière bleue, ça va venir aussi conditionner l'heure de production, enfin l'heure de sécrétion de la mélatonine le soir. Donc, s'exposer à la lumière du jour relativement tôt, essayer au moins avant 8 heures du matin que l'œil capte la lumière extérieure et de suite le sommeil, il suffit de 2-3 jours hein, pour que le cerveau soit conditionné à venir ici se rééquilibrer par rapport aux horaires du jour de la lumière naturelle. Par la suite, l'alimentation, évidemment, a un rôle moindre, mais tout de même, hein, certains aliments sont en effet riches en mélatonine, hein, naturellement. Donc le riz, les olives, par exemple, les cerises, le raisin aussi. Il y a beaucoup de plantes, hein, comme le tilleul, la mélisse, toutes ces plantes-là contiennent pas mal de mélatonine et donc permettent de venir stimuler ici la sécrétion de cette mélatonine le soir, tout simplement. Donc les habitudes sont également une condition, elle conditionne vraiment la production de mélatonine. C'est-à-dire que si par exemple la respiration, la lecture, le fait de lire, les mouvements des yeux comme ça favorise la production et la sécrétion de mélatonine. Alors pour la seconde hormone qui vient entrer en jeu dans la régulation du sommeil, nous retrouvons le cortisol. Alors oui, c'est l'hormone du stress, effectivement, mais elle a un rôle clé dans la régulation du sommeil. C'est l'hormone antagoniste, en fait, de la mélatonine. Donc, ce sont clairement les deux opposés. Et donc, de fait, elles font un cycle ensemble, forcément. Donc, cette hormone, nous la produisons dès le matin, en fait, hein, dès le réveil, et même un petit peu avant le réveil. Et ça nous prépare le corps à être réveillé et à nous tenir en forme toute la journée. Alors, c'est pour ça que les corticoïdes, d'ailleurs, hein, au niveau des médicaments, doivent être pris le matin. Parce que forcément, sinon, ils viennent perturber tout ce fameux cycle. Si on les prend le soir, la production de mélatonine, elle est totalement inhibée. Donc, de ce fait, il est indispensable de les prendre le matin. C'est une hormone cruciale dont nous ne pouvons pas nous passer. Hein. De toute façon, dans le corps, nous ne produisons rien pour aucune raison. Il y a forcément une raison si on produit quelque chose, donc nous avons besoin du cortisol. Alors cette hormone, c'est les glandes surrénales qui la produisent. Là, par contre, donc, au niveau des reins, au niveau des lombaires, ici, assez profondément, juste au-dessus des reins, ce sont donc ces fameuses glandes surrénales qui viennent produire cette hormone, ce fameux cortisol, qui entre en jeu donc dans ce fameux cycle circadien du sommeil, de veille-sommeil. Hein. Mais aussi, il y a beaucoup de fonctions du cortisol dans le corps. On pourra en faire un cours entier. Donc, nous avons la régulation de l'inflammation, il y a une assistance au système immunitaire aussi, et une régulation dans le métabolisme également, pas que celui du sommeil. Voilà.
Alors, pour ce fameux troisième élément qui entre en jeu ici, par les taux dans le sang et la production et la sécrétion cérébrale, c'est l'adénosine. Alors, l'adénosine par rapport à la sérotonine, car la sérotonine est effectivement un élément clé également dans ce fameux cycle du circadien de veille-sommeil, après veille, endormissement. Alors, l'adénosine, elle est le précurseur, en fait, hein, de la sérotonine, hein, clairement. Mais elle est également, donc, une régulatrice de la régulation du sommeil. Vraiment, elle régule tout autant que la mélatonine, le cycle du sommeil. Donc son rôle est forcément crucial et il y a de nombreux processus biochimiques qui viennent entrer en jeu, hein. Il y a un rôle dans le métabolisme énergétique, il y a un rôle dans la signalisation neuromodulable, donc c'est vraiment voilà, toute la procédure qui utilise les stimuli électriques dans les neurones. Tout ça, l'adénosine, elle vient entrer en jeu ici. Donc, concernant le sommeil, l'adénosine est essentiellement connue pour son rôle d'effet somnolence. Quand on libère l'adénosine, on est dans la somnolence. Donc, forcément, régulation, cycle circadien. Elle s'accumule dans le cerveau et cette accumulation est associée à une augmentation de la fatigue, une perception de la fatigue aussi. Donc, alors l'adénosine, elle vient, elle, se lier à des récepteurs spécifiques dans le cerveau. Donc, elle a un effet neurotransmetteur ici. Donc, lorsqu'elle vient se fixer sur ces récepteurs spécifiques, l'effet, c'est donc de venir diminuer l'activité des neurones. Donc, ça ralentit, ça vient diminuer cette activité. Et ceci favorise évidemment le sommeil. Évidemment, par effet cycle, elle est également donc impliquée dans le contrôle de l'éveil, hein, donc par rapport au taux d'adénosine qui va venir. En fait, c'est le taux de récepteur qui est saturé d'adénosine qui va venir déterminer donc le sommeil ou l'éveil. Ah, c'est un petit peu. Donc, pour tous ceux qui connaissent les effets neurotransmetteurs, vous comprenez forcément de quoi je parle, hein. Et ce qui est intéressant avec l'adénosine, c'est qu'en plus de sa régulation du sommeil, elle a un rôle vasodilatateur. Donc, ceci peut être une utilisation médicale. C'est à l'heure actuelle devenu une utilisation médicale pour certains troubles du rythme cardiaque. L'adénosine, en plus de tout cela, a un rôle donc d'effet vasodilatateur qui peut être utilisé donc, pour ces fameuses régulations de rythme cardiaque. Donc, comme je disais, l'adénosine, elle est aussi précurseur de cette fameuse sérotonine que nous produisons pour la plupart dans le cerveau. Mais il y a également une partie de sérotonine intestinale qui vient aussi dans le cerveau et dont on a besoin. Alors, ceci est évoqué si je ne me trompe pas, le deuxième cours sur la fonctionnalité digestive de l'être humain, hein. Peut-être c'est le troisième, mais en tout cas, vous pouvez retrouver plus d'explications dans le deuxième ou troisième cours concernant la digestion. Donc cette sérotonine, ici, celle que nous avons dans le cerveau, elle est synthétisée à partir d'un acide aminé, hein, donc c'est qui agit en stimulant les zones du cerveau, en contrôlant l'éveil et le sommeil. La sérotonine est également un précurseur de la mélatonine. Donc, comme pour beaucoup de choses dans le corps, au niveau biochimique, il y a beaucoup de... L'adénosine est précurseur de la sérotonine, qui elle-même est précurseur de la mélatonine. Il y a toute une fonctionnalité de réaction chimique en chaîne, en plus de chaque molécule qui a une fonctionnalité qui vient opérer ici. Donc, cette molécule, la sérotonine, ça vous le savez déjà probablement tous, elle a un rôle sur l'humeur, les émotions, on l'appelle pas pour rien l'hormone du bonheur, hein.
Il y a également une action dans la perception de la douleur et dans la température corporelle grâce à la sérotonine, hein. Donc, elle ne provoque pas directement le sommeil, mais elle est étroitement liée à cette fameuse régulation euh, dans le cycle circadien au niveau du rôle de la production de la mélatonine par la glande pinéale. Comme la glande pinéale, pour produire la mélatonine, a besoin de sérotonine, forcément la sérotonine vient entrer en jeu s'il n'y en a pas assez. Eh ben, on ne peut pas produire suffisamment de mélatonine. Donc la glande pinéale, elle prend la sérotonine, elle vient la transformer et au bon moment, elle va sécréter la mélatonine. Voilà, c'est comme ça que cela fonctionne. Et donc le fameux acide aminé tryptophane qui vient... Alors lui, il est particulier parce qu'en fait, il fait partie des 9 acides aminés que notre corps ne peut pas fabriquer, ne sait pas synthétiser. Donc on est forcément obligé de venir l'apporter par l'alimentation. Et c'est pour cela que l'alimentation a un rôle dans notre sommeil, parce que ce fameux tryptophane, on en a besoin pour la sérotonine, on en a besoin pour les fonctionnalités avec l'adénosine, on en a besoin pour forcément tout plein de choses au niveau de toutes ces productions et de ces réactions en chaîne. Donc c'est pour ça que l'apport par l'alimentation est indispensable. Alors on terminera là-dessus pour info. Donc il est forcément précurseur, comme je vous ai dit, hein, mais il est précurseur de plein d'autres neurotransmetteurs. Donc il n'a pas un rôle que dans le sommeil, hein, le tryptophane. Si vous avez susceptible de manquer de tryptophane ou si vous voulez compléter, être sûr d'en avoir suffisamment, on le retrouve dans la viande blanche, notamment le poulet. Les produits laitiers, les œufs. Alors les œufs sont une très forte source de tryptophane. Tous les fruits à coque, notamment les amandes et les noix de cajou. Le chocolat noir, la banane. Donc tous ces aliments vont favoriser la synthétisation de la sérotonine si on les mange le soir. Voilà. Donc, de fait, favoriser la production de mélatonine. Tout fonctionne toujours en cycle. Voilà. Donc, bien sûr, ça ne fait pas tout, mais ça peut aider. Dans beaucoup de cas, ça aide. Donc, voilà pour ce cours concernant toutes les fonctionnalités biologiques, biochimiques et électromagnétiques du sommeil par rapport à notre cerveau et un petit peu notre alimentation, comme je viens de l'évoquer. J'espère que ce cours vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura un cours par semaine posté sur cette chaîne. Plusieurs sujets différents vont être évoqués ici. D'ailleurs, s'il y a le moindre sujet dont vous voulez parler, que vous voulez débattre ou développer, il n'y a aucun souci. Vous postez un petit commentaire et je me ferai un plaisir de développer sur les questions que vous vous posez. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain cours qui portera sur le diabète. Je l'avais promis un cours spécifique sur ça et je vais le faire dès la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt.